Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. On arrive dans la dernière ligne droite de cette série En route vers le Tour et on va parler aujourd'hui d'une équipe dont l'ascension a été fulgurante, la Alpecin Deceuninck. On va donc regarder l'histoire de cette équipe, puis la start list en vue du Tour de France, qui sera là et pourquoi faire. L'équipe est fondée récemment, puisque c'était en 2009, par les frères Philippe et Christophe Roodhooft, sous le nom de BKCP Power Plus. Elle courra comme souvent dans la division continentale, mais elle est quasiment totalement consacrée à la saison hivernale dans les sous-bois, comme on aime le dire, en cyclocross. Et dès sa première saison, l'équipe est champion du monde de la discipline, grâce à Niels Albert. En 2010, elle recrute le jeune Dieter Van Torenhout, que vous connaissez peut-être si vous suivez le cyclocross. Enfin, en 2011, Niels Albert, encore lui, remporte la Coupe du Monde de cyclocross. 2011 voit aussi l'arrivée de Gianni Vermeersch, que l'on connaît bien, et d'un tout jeune David Van Der Poel. Ce n'est pas encore le bon, mais il arrivera bientôt. En 2012, l'équipe complète une première fratrie avec l'arrivée de Michael Van Torenhout, là encore un talent du cyclocross. En 2012, Niels Albert est de nouveau champion du monde de cyclocross. Il remportera aussi la Coupe du Monde 2013 avant de devoir subitement arrêter sa carrière à cause de problèmes cardiaques. D'ailleurs, en 2014, les frères Van Torenhout s'en vont, mais c'est Mathieu, cette fois-ci Van Der Poel, qui arrive. Il a seulement 19 ans à l'époque, mais c'est déjà un phénomène du cyclocross, avec déjà plusieurs manches de Coupe du Monde à son actif. Et pour sa première saison avec des courses sur route, il s'illustre sur des courses à bas échelon, notamment le Ronde van Limburg, course belge 1.1, qu'il remporte. Il faut dire que l'équipe court cette course tous les ans et court très peu sur route. Donc c'est normal de ne pas avoir beaucoup de succès dans ce département, c'est pour ça que je passe très vite. Donc le 1er février 2015 à Tabor, Mathieu devient le plus jeune champion du monde de cyclocross et son équipe est révolutionnée par sa présence. On s'en doute alors déjà, mais l'histoire ne fait pour lui que commencer. Toujours en 2015, il remporte le Super Prestige et assoit sa domination sur la discipline hivernale. Le sponsor Power Plus s'en va, remplacé par Corendon, et la saison ne se passe pas comme prévu, aucune victoire sur route. Van Der Poel perd son titre mondial aux mains de Wout van Aert, son rival déjà depuis quelques années, notamment sur les courses juniors. Même constat l'année suivante, où Van Der Poel termine une nouvelle fois deuxième derrière Wout van Aert, et on se demande presque à l'époque si le Belge n'est en fait pas le plus à même de devenir le meilleur coureur de cyclocross de tous les temps. Pendant ce temps, toujours aucun résultat sur route. Il faut dire que, comme je vous l'ai dit, l'équipe y court très peu, 20 jours de course sur route au plus pour les coureurs. Et là, vous vous dites, Van Der Poel, il est super fort sur route en 2019, il a forcément dû courir sur route en 2018, puisqu'on ne devient pas un champion comme ça. Eh ben non, vous vous trompez. Enfin, il fait ses courses habituelles avec l'équipe, le Ronde de Van Limburg, les boucles de la Mayenne, l'Arctic Race, un total de 13 jours de course sur l'année, ce qui est vraiment ridicule quand on voit le nombre de courses que font les coureurs actuellement. Alors qu'en janvier, Wout van Aert, il a remporté son 3e titre mondial consécutif en cyclocross, et donc le Belge, c'est définitivement le plus fort des deux. Ou peut-être pas. 2019, c'est le début d'une nouvelle histoire. En janvier, Van Der Poel récupère enfin son 2e maillot de champion du monde de cyclocross, une tunique qu'il avait donc laissée à Wout van Aert depuis 3 saisons. Mais on va pouvoir laisser cette discipline un peu de côté, puisque l'équipe Corendon Circus acquiert une licence Conti Pro. Et donc on va pouvoir les voir courir un peu sur route. Elle recrute des coureurs pour encadrer Van Der Poel, notamment Tim Merlier, Dries de Bont ou encore Jonas Rickaert pour les plus connus. L'équipe enlève 21 victoires, dont 11 pour Van Der Poel, qui est bien évidemment le fer de lance de l'équipe.
Les plus belles, c'est bien sûr À travers la Flandre et surtout l'Amstel, avec un scénario tellement rocambolesque qu'on s'en souvient tous, et qui fait rentrer Van Der Poel dans l'imaginaire collectif comme un coureur qui ne lâche jamais et dont il faut toujours se méfier s'il est au départ de la course. La majorité des victoires sont sur des petites courses, mais il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, et derrière ce qui semble être une énorme pépite, en la personne de Mathieu, l'équipe veut s'imposer dans le peloton. En 2020, double changement de sponsor, on passe de Corendon Circus à Alpecin Phoenix. Pas mal de coureurs sont recrutés, pas forcément des gros noms pour autant, mais l'effectif s'étoffe. Vous allez voir pourquoi c'est important. Van Der Poel est de nouveau champion du monde de cyclocross et égalise donc à 3 titres partout avec Wout van Aert. Dans une saison marquée par la coupure liée au Covid, il récupère son premier monument avec un finish mythique face à, encore lui, Wout van Aert. Au Tour, l'équipe commence à s'améliorer. Tim Merlier remporte une étape de Tirreno, qui est donc la première victoire World Tour de l'équipe qui n'est pas ramenée par Van Der Poel. L'équipe termine d'ailleurs la saison première au classement Continental Pro, ce qui lui permet d'être invité sur toutes les courses World Tour. 2021, nouvelle année, nouveau titre de champion du monde de cyclocross pour Van Der Poel, avec un scénario rocambolesque, pas mal de chutes et de superbes images sur la plage d'Ostende. Le jeune et fraîchement arrivé Jasper Philipsen permet à l'équipe de s'émanciper du monopole de Van Der Poel sur les victoires. En effet, Jasper Philipsen et un Tim Merlier qui progresse très fort sur le tard, eh bien, combinent pour 18 victoires, dont 4 en grand tour, et ce, malgré une cohabitation très difficile sur le Tour de France, on s'en souvient, avec d'abord Philipsen qui lance Merlier qui ramène une étape, et ensuite Merlier qui tente de lancer Philipsen en bon coéquipier, mais ça ne marche pas, toujours battu par Mark Cavendish. Pendant ce temps, Van Der Poel réalise une saison qui serait extraordinaire pour la plupart des coureurs du peloton, mais quand on voit ce qu'il a fait depuis, on se dit que c'était un peu en dessous, parce que tout simplement, il ne ramène pas de monument. Mais pour autant, il remporte quand même des succès plus que notables, notamment l'Estrade Bianche, avec une attaque magistrale qui laissa Bernal et le champion du monde Alaphilippe sans voix et sans moyen de le contrer, on s'en souvient. Ensuite, 2 victoires sur Tirreno, donc peut-être sa victoire la plus spectaculaire en carrière, avec cette attaque sous la pluie, gel dans la bouche, et ensuite il arrive à tenir en respect Tadej Pogacar. C'est moi personnellement une des étapes qui m'a le plus marqué ces dernières années. Et puis surtout, sa victoire la plus symbolique sur son premier Tour de France, pour prendre le maillot jaune, qu'il dédiera bien sûr à son grand-père, notre poupou national, mort un peu plus d'un an avant. 2022 sera la dernière année de l'équipe en dehors du World Tour. Une ascension logique tant on a rarement vu une équipe de seconde division aussi bien performer sur les plus grands événements de l'année. Pour vous dire, il y avait pas mal de gens qui pensaient déjà à l'époque que Alpecin c'était une équipe pour World Tour alors que ça ne l'était pas. Et ça vous montre un peu la dimension qu'avait cette équipe dans le peloton. Et pour cette dernière saison sans World Tour, l'équipe qui se renomme Alpecin de Koninck en cours de saison ne fait pas les choses à moitié. 34 victoires, dont 7 en grand tour, ce qui quand même est conséquent, et un monument cerise sur le gâteau. Et cela malgré une saison très très discrète de Tim Merlier, qui s'en ira en fin de saison du côté de la Lotto Soudal, et une saison de Van Der Poel dont la préparation avait été tronquée suite à des complications liées à sa chute en VTT au JO de Tokyo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ensuite, il va faire la saison de cyclocross, mais il a mal au dos. Donc, il reprend sur Milan-San Remo, premier jour de course, 3e place. Ensuite, il ira claquer le Ronde van Vlaanderen. C'est sûrement la course qui lui correspond le mieux. Et puis derrière, quand même, il sera un peu plus discret malgré une victoire sur le Giro. Donc voilà, la première saison d'Alpecin en World Tour maintenant, donc. C'est sans aucun doute la meilleure.
35 victoires, soit sensiblement pareil que la saison précédente, oui. Mais Philipsen est entre-temps devenu le meilleur sprinter du monde. Il enlève 4 étapes du Tour de France et termine deuxième de Paris-Roubaix, se découvrant par la même occasion des talents spectaculaires de Flandrien et mettant plus ou moins terme à la légende qui veut que Van Der Poel soit le seul à gagner dans cette équipe. Légende qui n'en est pas vraiment une, puisque Van Der Poel, lui, même s'il gagne que 6 fois, eh bien, il remporte 2 monuments et les championnats du monde sur route cette fois, en plus de ceux de cyclocross qu'il avait acquis au nez et à la barbe de Van Der Poel, de Wout van Aert, pardon, après une saison hivernale qui restera à jamais dans les annales. Et on arrive donc en 2024. Van Der Poel, on l'a vu, a pris un 6e titre de champion du monde de cyclocross euh, avec une facilité déconcertante. Et puis, même si l'équipe a été d'un autre côté invisible sur le Giro, malgré les efforts de Quinten Hermans, euh, qui était dans les échappées et qui s'est bien battu, et le début de saison, il est tout simplement extraordinaire, avec pas moins de 3 monuments pour les deux stars de l'équipe réunies. Et puis, voilà, on avait souvent dit que dans l'équipe, Van Der Poel était esselé, que sur les classiques, il ne pourrait pas lutter, etc. C'est définitivement pas ce qu'on a vu sur cette campagne de classiques, avec un Gianni Vermeersch et un Søren Kragh Andersen, voire même un Axel Laurence, qui étaient tous très très en forme, très très forts, même si le Vandilier a été assez utile. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va passer à cette start list du Tour de France. Donc vous en avez l'habitude si vous regardez tous les épisodes, et d'ailleurs allez faire un tour si c'est pas déjà fait, on va vous annoncer l'avenir dans cette section. Donc qui sera présent et pour faire quoi? Déjà bien sûr, Van Der Poel et Philipsen, ils seront présents, mais on en a beaucoup parlé, donc on va regarder un peu qui va les accompagner avant de regarder leurs objectifs à eux. Donc, c'est pas encore sûr à 100%, puisque à l'heure où je m'enregistre, le Tour de France démarre dans un peu plus de 2 semaines. Mais je vois aucune raison pour qu'il n'y ait pas Gianni Vermeersch et Søren Kragh Andersen. Comme on l'a dit, les deux sont de superbes équipiers. Ils n'ont pas forcément trop d'ego, ils savent se mettre au service de leur leader. Et ils ont tous deux fait une superbe campagne de classique, comme je l'ai déjà dit. En plus de ça, Gianni Vermeersch, il vient tout juste de gagner sur une course belge dont je m'autoriserai pas à écorcher le nom. Et puis Kragh Andersen, lui, il est actuellement sur le Tour de Suisse, donc à voir ce qu'il y fera. Vous avez sûrement déjà la réponse en regardant cette vidéo. Mais il a déjà gagné sur le Tour de France et il a quand même pas mal d'expérience, donc c'est vraiment une valeur sûre, il n'y a aucune raison de ne pas l'emmener. Et puis après, pour moi, Jonas Rickart, il sera présent aussi pour aider Philipsen. Voilà, je sais pas si ce sera vraiment le poisson pilote comme il y a de ça 2 ans, ou si ce sera Van Der Poel cette année encore comme l'an dernier, parce qu'il avait fait un travail tellement extraordinaire que peut-être ils vont reconduire cette stratégie. Mais en tout cas, je pense qu'il sera là, soit pour lancer Van Der Poel qui lance Philipsen, ou l'inverse. Les deux sont possibles et sont très efficaces. On est donc à 5 coureurs, et pour les 4 derniers, c'est plus compliqué. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et comme vous avez peut-être pu le comprendre avec tout ce que j'ai dit dans la partie historique, Alpecin, c'est pas une grosse équipe. Derrière les deux gros noms, il n'y a pas foule de coureurs hyper talentueux qui ont le niveau pour gagner en World Tour, etc. On a parlé de Søren Kragh Andersen et de Gianni Vermeersch déjà. Mais voilà, après, il y a peut-être un Axel Laurence, un Quinten Hermans qui peuvent gagner. Et puis c'est à peu près tout. On a assez vite fait le tour. Donc on va voir. Mais sur PCS, il y a pas mal de noms. Donc déjà, Axel Laurence, dont j'ai cité le nom, qui déjà est français, donc ça peut jouer en sa faveur. Mais en plus, il est en grande forme cette saison. Il a gagné en World Tour. Mais après, il a un profil très similaire à celui de ses leaders. Donc je pense que il sera forcément équipier s'il est présent. Donc est-ce que ça vaut le coup de l'emmener ou est-ce que c'est pas mieux de le mettre sur la Vuelta? Bon, au vu de l'effectif au global qui est pas foufou, je pense qu'il viendra sur le Tour. Potentiellement même il fera les deux, on verra. Mais bon, en tout cas pour le Tour, c'est une vraie option.
Et en plus, dans une échappée, potentiellement, il passe très très bien les bosses, il a une très très grosse pointe de vitesse, donc ça peut être une vraie option pour une victoire d'étape en échappée. Après, dans cette veine aussi de coureurs qui seront présents et qui, s'ils sont présents, bah, assisteront leur leader, on a Sylvain Dillier qui avait couru le Tour de France déjà l'an passé et qui a déjà gagné sur un grand tour, même si ça commence à remonter puisque c'était le Giro 2017. On a aussi du Oscar Riesebeck, du Guis Robbe. Voilà, on pourrait avoir aussi un Xandro Meurisse, mais ça reste des noms qui sont assez anecdotiques quand on regarde la start list complète sur un Tour de France. Voilà. Quels objectifs donc pour l'équipe au global? Bah déjà, Van Der Poel, il doit se rattraper de ses deux dernières participations qui étaient décevantes pour la dernière et extrêmement décevantes pour celle d'avant. Et si on le voyait partir une nouvelle fois sans victoire de ce tour, bah, ce serait une nouvelle déception. Donc bon, ce serait un peu dommage. C'est un peu une aberration pour lui d'avoir qu'un seul succès sur le Tour de France quand on voit le reste de son palmarès. Comme j'en ai déjà parlé, il faudra voir s'il fait le poisson pilote pour Jasper Philipsen, parce que l'an dernier, ça lui avait peut-être aussi coûté dans ses réserves, et donc ça peut potentiellement l'empêcher de faire aussi bien qu'il devrait. Et puis d'un autre côté, on a Philipsen, qui lui doit tenter de faire aussi bien que l'an dernier, où il avait ramené 4 succès et le maillot vert. Voilà, et puis il y a Soren Kragh Andersen, Gianni Vermeersch ou encore Axel Laurence, comme je l'ai dit, qui ont des belles cartes en main en cas d'échappée. Donc au global, je pense que si l'équipe elle revient avec moins de 4 victoires à Paris, peut-être 3 pour Philipsen, une pour Van Der Poel, quelque chose comme ça, bah ce sera en dessous des attentes en fait. Il y a une pression qui est énorme sur leurs épaules, surtout que pareil, s'ils ramènent pas le maillot vert, avec le statut de favori énorme pour ce maillot qu'a Philipsen, bah, ce serait extrêmement décevant. Donc voilà, il y a quand même un standard très haut qui est attendu d'eux. Donc faudra voir si la pression a raison d'eux ou pas. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour Alpecin. Donc il nous reste quelques vidéos à faire. On espère que vous continuez d'apprécier cette série et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.